Bonjour à toutes et à tous, je suis Maxime Batandéo, le directeur marketing et communication de l'Institut Open Diplomacy. Pour toutes celles et ceux qui nous rejoignent, je vous dis bienvenue. Bienvenue aux Rencontres du développement durable pour la 9e journée consacrée à mixer nos énergies, co-organisée par l'Institut Open Diplomacy et l'école centrale Supélec. C'est avec un grand plaisir que nous recevons aujourd'hui Yuba Sokona pour un grand entretien consacré à comment penser le monde de demain avec les objectifs du développement durable. Yuba Sokona, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur de... Il faut que je le rappelle en direct de votre salon peut-être. En tout cas, vous êtes virtuellement avec nous, donc bienvenue. Vous êtes ingénieur de génie civil et des mines et titulaire d'un doctorat d'ingénieur des sciences de la Terre de l'École nationale supérieure des mines de Paris et de l'Université Pierre et Marie Curie. Après avoir enseigné à Bamako au Mali, vous faites en 1982 un choix qui a pu sembler étonnant à l'époque puisque vous avez rejoint une ONG qui s'appelle Environnement et Développement du Tiers-Monde, basée à Dakar au Sénégal, dont vous rapidement vous assumez à partir de 1987 la coordination du programme énergie. À ce titre, vous participez activement au processus de Rio et à la mise en œuvre des conventions qui en sont issues, devenant en 1999 secrétaire exécutif de l'ONG en charge des relations internationales. Vous êtes alors très souvent sollicité pour vos qualités de leadership, pour faire partie de groupes de réflexion, de comités de pilotage, d'institutions et d'organisations internationales telles que la Banque mondiale, le PNUD, le PNUE ou les secrétariats des conventions des Nations Unies sur les changements climatiques, la biodiversité et la lutte contre la désertification. Vous êtes aujourd'hui, après plus de 35 ans de carrière, un spécialiste expérimenté et reconnu des questions de développement, d'énergie, d'environnement et de lutte contre la pauvreté en Afrique. Vous êtes auteur de nombreuses publications et d'ailleurs vous avez été cité plus de 13 000 fois par vos collègues et par vos pairs. Après avoir été coprésident du groupe de travail 3 sur l'atténuation du changement climatique pour le 5e rapport d'évaluation, vous êtes élu le 7 octobre 2015 par vos pairs au poste de vice-président du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, aussi appelé GIEC. Donc je vais m'arrêter sur cette dithyrambe pour laisser un peu de travail aux mémorialistes qui sauront vous rendre hommage bien mieux que j'ai pu le faire maintenant sur ce parcours impressionnant. Donc c'est un honneur de vous avoir parmi nous. Yuba Sokona, comment allez-vous ? Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous et d'avoir eu l'opportunité d'échanger sur les préoccupations de l'heure. Alors première question, est-ce que vous pensez que le développement durable, c'est un concept qui est toujours opérant aujourd'hui ? Si oui, quelle en est votre définition ? Et sinon, par quoi vous le remplaceriez ? Une question importante et intéressante. La question du développement durable est un sujet de grand intérêt depuis qu'il a été formulé par la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, dit Commission Brundtland, c'était en 1947. Selon cette commission, le développement durable est défini dans le rapport de la commission comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des nations futures à répondre aux leurs. Il a connu plusieurs définitions ou tentatives de définition, mais c'est celle-là qui s'est imposée et c'est cette définition que le GIEC, dans ses rapports successifs, a considéré avec les 3 piliers, le social, l'environnemental et puis économique, climatique. C'est là que nous avons continué à travailler. Certes, il y adjoint la question institutionnelle. Okay. Alors, on connaît quelques soucis de son, donc c'est les aléas du direct. On va vous faire passer par téléphone et vous allez revenir parmi nous
pour que votre propos délicieux soit intelligible par tous. Donc ça va prendre quelques secondes, on va s'affairer pour faire cela le plus rapidement possible. En attendant, je peux vous raconter des histoires. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de se rappeler la fabrique du rapport d'évaluation du GIEC. Le rapport d'évaluation du GIEC, c'est un rapport qui fait la synthèse de publications et de la littérature scientifique. Donc c'est 3 groupes de travail, un qui porte sur l'atténuation, un autre qui va porter sur les vulnérabilités, enfin plutôt un qui va porter sur les fondements du changement climatique, un autre qui va porter sur les vulnérabilités et l'impact de ce changement climatique sur l'humanité, et un troisième qui va porter, et dont Yuba Sokona a été le rapporteur, sur la partie d'atténuation du changement climatique. En 2021, on a eu en août la publication d'un 6e rapport. Ce 6e rapport a porté sur la première partie c'est le premier des 3 groupes de travail qui a pu rendre son rapport, donc sur les fondements de ce changement climatique, fondements dont on est extrêmement certain, selon le vocabulaire onusien consacré, qu'il est dû totalement à l'homme. Alors Yuba, on va vous connecter par téléphone. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Ah, très bien. Nous allons pouvoir reprendre cette conversation. J'ai essayé de faire un petit peu de vulgarisation de la fabrique du rapport d'évaluation du GIEC. Cet été, comme je le disais, le GIEC a publié un pré-rapport préalable à son 6e rapport d'évaluation générale qui a sonné l'alerte générale en amont de la COP26 de Glasgow qui aura lieu du 1er au 12 novembre. Alors, quelles en sont? Est-ce que vous pourriez nous rappeler les principales conclusions? Peut-être nous rappeler un peu comment ça se formule, ces conclusions? Bien sûr, le GIEC a en effet publié en août dernier le rapport de son groupe de travail 1 dans le cadre de la préparation du 6e rapport d'évaluation du GIEC, c'est-à-dire qui est axé sur la science du climat. Bon, il y a 2 autres groupes, le groupe de travail 2 qui se focalise sur les questions d'adaptation, de vulnérabilité et d'impact, et le groupe de travail 3 qui est sur l'atténuation. Ben, ces 2 rapports seront publiés l'année prochaine, je pense, si tout se passe bien, et il va y avoir un rapport de synthèse qui viendra plus tard. Donc le rapport 6 du GIEC est constitué par ces 3 rapports. En lisant le rapport qui a été publié en août dernier avec attention et intérêt, on peut notamment y saisir que nous savons depuis des décennies que la planète se réchauffe. Ensuite, les changements climatiques récents sont généralisés, rapides, et s'intensifient. Ils sont sans précédent depuis des milliers d'années. Le rapport indique clairement qu'il est indiscutable que les activités humaines sont à l'origine du changement climatique. L'influence de l'homme rend plus fréquents et plus graves les événements climatiques extrêmes, notamment les vagues de chaleur, les fortes pluies, les sécheresses, la fonte des glaciers. Le rapport montre également avec beaucoup plus de précision que la concentration de CO2 est la plus élevée depuis au moins 2 millions d'années. Il indique également que les niveaux de la mer ont atteint des taux plus élevés depuis au moins 3000 années.
La glace de la mer Arctique a atteint le niveau le plus bas depuis au moins 1000 ans. Le retrait des glaciers est sans précédent depuis au moins 2000 années. Le rapport indique aussi que le changement climatique affecte déjà toutes les régions de la Terre de multiples façons. Et le changement que nous subissons s'accentueront avec la poursuite du réchauffement. C'est-à-dire si on ne réduit pas, on n'arrête pas les émissions de gaz à effet de serre, ben, ça va se poursuivre. Les faits également climatiques sont... Tout ceci, c'est sur la base du fait que les faits climatiques sont mieux établis, la cause du réchauffement prouvée, et puis avec également un accroissement de surveillance par satellite du niveau marin. Les modèles sont également beaucoup plus précis et beaucoup plus complets. C'est ce qui nous a amené à ces conclusions qui sont assez saisissantes et qui sont assez claires avec aucune ambiguïté. Par ailleurs, le rapport indique également que les zones côtières connaîtront une élévation continue du niveau de la mer tout au long du XXIe siècle, quel que soit le niveau des émissions, ce qui contribuera à des inondations côtières plus fréquentes et plus graves dans les zones de faible altitude et d'érosion côtière. Ça, c'est compte tenu de l'inertie du système. Bon, oui, voilà quelques éléments très ramassés de ce qu'on peut extraire du rapport. Vous avez commencé à identifier et à détailler l'ensemble des conséquences finalement du changement climatique et donc ce qu'il adviendra si jamais nous sommes encore dans l'inaction. J'aurais voulu savoir, vous, de votre point de vue, on sait que l'objectif, l'un des objectifs de l'accord de Paris, c'était de se tenir à moins de 2 degrés et, si possible, moins de 1,5 degré par rapport aux aires préindustrielles. Or, nous sommes à plus de 1,1 degré, si je ne m'abuse. Est-ce que vous pensez que c'est parce que l'objectif était mal fixé ou alors c'est parce qu'il y a des pays ou des États qui n'en font pas assez? Quel est votre regard là-dessus? Mon regard là-dessus, c'est que il faut partir des conclusions du rapport spécial que nous avons publié en 2018 sur le réchauffement à 1,5 degré, qui indique que nous connaissons actuellement un réchauffement effectivement de 1,1 degré et qu'il n'est pas impossible de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Le rapport dit clairement qu'il n'est pas impossible. Il ne dit pas qu'on va dépasser 1,5. Mais cela nécessiterait dans de nombreuses régions du monde des transitions sans précédent dans tous les aspects de la société. J'ai suivi la table ronde qui vient juste de précéder cet entretien qui discutait justement des mix énergétiques. C'est-à-dire qu'il faudrait des transformations sans précédent tous les aspects de la société, dont l'énergie bien sûr, les terres, l'agriculture, les milieux urbains avec les diverses infrastructures et les systèmes industriels. Cela impliquerait bien sûr de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 45% en 2030. C'est-à-dire toute la question de savoir si on est capable de le faire ou si on a la volonté politique de le faire et puis si on a les moyens de le faire, c'est-à-dire par rapport au niveau de 2010. Ces émissions devraient atteindre le net zéro à l'horizon 2050, ce qui est demain, ce qui est dans quelques années. Cela impliquerait que toutes les émissions résiduelles devraient être compensées par des actions pour extraire le CO2 de l'air et le stocker de manière durable.
Globalement, limiter le réchauffement à 1,5, ça implique des changements à une échelle sans précédent. C'est-à-dire que l'on n'a pas connu jusqu'ici, c'est-à-dire des réductions d'émissions dans tous les secteurs. L'utilisation de larges palettes de technologies, des changements de comportement, c'est-à-dire on pensait également que ça c'était quelque chose de plus difficile, mais l'expérience de la Covid nous a enseigné qu'on peut changer nos comportements si la situation l'exige, et il y a une forte possibilité de le faire. Et une augmentation significative également des investissements vers des options bas ou zéro carbone. Globalement, c'est-à-dire on peut le faire, mais dans le rapport, nous avons analysé les contributions nationales, les publications sur les contributions nationales des gouvernements effectuées dans le cadre de l'accord de Paris, que l'on appelle les contributions nationales déterminées depuis 5 ans. Ils ne sont pas suffisantes pour contenir le réchauffement en dessous de 1,5. Bon, même avec des actions extrêmement ambitieuses et difficiles après 2030. Nous nous contentons au niveau du GIEC de faire une analyse des publications, de la documentation existante sur l'ensemble de ces préoccupations, et nous livrons ça au gouvernement, au pouvoir public d'agir. C'est extrêmement clair. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis sur, en tant que personne originaire du Mali, quelqu'un qui a travaillé énormément sur le développement en Afrique. Quand on voit que les émissions de CO2, elles sont notamment tirées par l'industrialisation et l'urbanisation en Chine, les questions industrielles et le développement, enfin la croissance indienne. En Afrique, c'est 4% des émissions de CO2 mondiales, dont 40%, il me semble, en Afrique du Sud, de la même manière au Maghreb. Donc on voit bien que c'est la croissance qui tire et le développement qui vont tirer les émissions de CO2. Comment on fait pour que, par exemple en Afrique, au Mali, au Togo dont je suis originaire, on ait une stratégie de développement bas carbone? Le paradoxe, c'est que l'Afrique, d'une manière globale, les pays les moins avancés, ils ont ce qu'on appelle l'avantage du dernier arrivé, c'est-à-dire le système énergétique des pays africains n'est pas encore en place. C'est-à-dire l'urbanisation de l'Afrique est en mouvement, en développement. Le système agricole n'est pas figé et les infrastructures sont en développement, et puis l'industrialisation se profile à l'horizon. Et la question essentielle, c'est quel système énergétique mettre en place. Il se trouve que compte tenu du système économique, compte tenu également de ce que l'on connaît dans le domaine du développement des énergies renouvelables, et en particulier le solaire, ça constitue une opportunité fantastique pour les pays africains. Moi-même, je l'ai vécu. Je suis retourné, j'ai décidé de retourner, de travailler à partir de Bamako depuis le mois de décembre dernier. Et j'étais confronté à deux exigences. La première exigence, c'est d'avoir une connexion stable Internet afin qu'on puisse communiquer comme on le fait actuellement. La contrainte la plus importante, c'était l'électricité, puisqu'on connaît tous les pays de l'Afrique subsaharienne, y compris l'Afrique du Sud, ont des déficits de production d'électricité. Il fallait donc que j'essaye de résoudre cette équation. La plus facile, c'était d'acheter un groupe électrogène. J'étais obligé de le faire dans un premier temps, et puis après, j'ai exploré les possibilités de m'affranchir de l'utilisation d'énergie fossile et d'avoir une sécurité de production. Et j'ai grillé également 2 ordinateurs compte tenu des systèmes de variation de tension. Je me suis adressé aux industries sur place. Les premiers devis qu'on m'a proposés étaient hors de prix.
Bon, parce que je me suis rendu compte que beaucoup n'étaient pas professionnels, ils étaient des commerçants. Et compte tenu du fait que je travaille sur la question, bon, j'ai défini mes objectifs, mes besoins et autres. Ben, je suis arrivé à mettre en place, je suis 100% en solaire à Bamako. Je n'ai pas besoin du réseau et j'ai même une surcapacité de production. Et le retour de mon investissement, c'est 3 ans et demi. En 3 ans et demi, je rentre à mes fonds. Et je suis entièrement climatisé jour et nuit, parce que la climatisation n'est plus un luxe dans ces pays-là, parce qu'on constate une élévation de température. Bon, c'est dire qu'il y a une opportunité. Quand on regarde le développement du secteur agricole, il y a moins de 6% des terres agricoles qui sont irriguées. L'irrigation, c'est l'énergie. Ensuite, le problème de l'eau, c'est l'énergie. Bon, et on a l'avantage du fait que les énergies renouvelables, et en particulier le solaire, ben, on peut produire toute une gamme, c'est-à-dire de moins de 3 watts pour charger une torche, à plus de 100 mégawatts pour alimenter une ville. On peut le faire de manière progressive. Et l'industrialisation de l'Afrique est complètement forclos si on n'aborde pas la question de l'énergie, qui est une question essentielle et centrale. Ça constitue un aspect essentiel. Ensuite, il faut également qu'on repense ce que l'on appelle les villes et l'urbanisation dans le contexte africain. Parce que ce que nous avons comme concept d'urbanisation ou comme concept de ville ne s'adapte pas dans le contexte africain. Parce qu'on a dans ces villes-là une partie, c'est des infrastructures du milieu urbain, et puis une large pratique de vie en milieu rural. Donc il faut repenser cela pour pouvoir apporter des éléments de réponse et ne s'affranchir des solutions toutes faites qu'on essaie de plaquer qui ne vont pas marcher. Ensuite, il y a Vous dites le en fait somme également qu'il faut créer une sorte de modèle de développement durable à l'africaine. Totalement, totalement. C'est-à-dire on a beaucoup plus la possibilité, on a beaucoup plus, on a les choix possibles. J'ai écouté la session précédente et si vous prenez les pays européens, en France, les pays émergents, ils ont des choix relativement limités parce qu'il faut qu'ils attendent la fin du cycle de vie des infrastructures qu'ils ont mis en place. Alors que nous avons la possibilité d'y aller directement. C'est toute la question de savoir chez nous. On ne fait pas la question de transition énergétique se pose pas tellement parce que ce que les anglo-saxons ils appellent un jump starting. Oui. Nous pouvons directement commencer par cela, mais plutôt qu'on a donc une large possibilité. On a une large possibilité d'aménager le territoire, d'organiser le territoire sur une trajectoire beaucoup plus de durabilité parce que les options que nous avons à notre possibilité sont beaucoup plus larges que partout ailleurs dans le monde. C'est ça le paradoxe. Bon, malheureusement, est-ce que les politiques sont sensibles à cela? Est-ce qu'ils les voient? Mais la situation la plus inquiétante que je trouve en Afrique et qui n'est pas du tout abordée dans le cadre du développement durable et dans le cadre de toutes les discussions, que ce soit le climat, l'énergie ou la transition, c'est l'éternel problème du bois et du charbon de bois. C'est-à-dire qu'il faudrait que, j'ai vu nulle part inscrit qu'à l'horizon 2030, il faut absolument que l'utilisation du bois et du charbon de bois soit marginale dans le contexte africain. Mais surtout qu'actuellement, on a la possibilité, avec un panneau de 200 ou de 300 watts, de pouvoir produire de l'électricité et faire la cuisine avec des cuisinières à induction électrique. Mais tout ceci demande également qu'on fasse un travail de réflexion, qu'on fasse un travail de recherche et qu'on fasse un travail d'innovation technologique et qui s'inscrivent sur le long terme. Voilà de manière ramassée quelques éléments de réponse que je peux apporter sur cette question importante. Oui, l'Afrique est vulnérable, les pays en développement ont des difficultés, mais ils ont de larges possibilités. Et malheureusement, dans ces contextes, la question du changement climatique, la question du développement durable et les programmes de développement au niveau national à l'heure actuelle sont discutés dans des enceintes complètement en silo, c'est-à-dire qu'ils ne communiquent pas. C'est-à-dire qu'on ne parle pas des objectifs de développement et de dire comment on peut faire en sorte que l'on soit sur une trajectoire de durabilité et que ce soit compatible avec les exigences du climat. Ce n'est pas cette démarche-là qui est
beaucoup plus mise en avant. Donc, on va devoir conclure. J'aimerais avoir un dernier mot de votre part. Est-ce que vous avez encore de l'espoir? Ben, si j'ai pas d'espoir, je n'allais pas travailler là-dessus. C'est-à-dire, on a une opportunité fantastique. Ben, mais ceci voudrait dire que il faudrait que l'on mette l'accent sur, de mon point de vue, trois éléments essentiels. C'est-à-dire que on mette l'accent sur l'éducation et la formation, parce que je ne pense pas du tout que dans les programmes de formation, dans les programmes universitaires, dans les programmes d'éducation, ben, qu'on prenne la dimension claire et nette de la conception du développement durable et de ses implications également avec les questions du climat. Ça me paraît essentiel. Il faut également qu'on ait un leadership. Bon, je pense que l'Open Society essaie de mettre l'accent également sur le leadership, parce que sans un leadership bien affirmé, avec une vision assez claire, ben, c'est très difficile de trouver des éléments de réponse. Une fois qu'on a le leadership, il faut trouver le cadre institutionnel adéquat pour pouvoir travailler. Il nous faut beaucoup plus d'innovation institutionnelle, parce que nous opérons dans le cadre d'institutions qui sont qui sont créées vers les années 50 ou les années à la fin de la guerre. Il nous faut une innovation institutionnelle, c'est-à-dire qui amène ensemble à faire dialoguer le politique, le scientifique et ceux qui sont dans le domaine de la pratique, y compris le privé. Il nous faut également traiter ces problèmes-là en essayant de mieux cerner la tension entre l'immédiateté, parce que toutes les populations, quel que soit l'endroit du monde, ils sont confrontés à des problèmes immédiats. La prise en charge de l'immédiateté est s'inscrire sur le long terme, parce qu'on a l'impression que la question du climat, bon, c'est une question de long terme, ça peut attendre, mais il faut qu'on arrive à mettre les deux ensemble. Bon, voilà un peu sur ces différents aspects que j'essaye de m'investir. Et bien sûr, la question de l'information, de la communication, et puis de manière permanente, non pas que quand il y a un événement extrême, non pas pour essayer d'attirer les attentions, et c'est la raison pour laquelle j'apprécie ce que fait Open Society, et chaque année essayer de réunir le maximum de personnes qui viennent d'horizons très différents et d'explorer tous les aspects de la durabilité. Merci pour ou de la soutenabilité. Cette marque de confiance. Je me permets juste de corriger, nous sommes l'Institut Open Diplomacy. Open Society, c'est aussi formidable, mais ce sont d'autres personnes. En tout cas, aujourd'hui, nous parlons de mixer les énergies. Vous nous avez donné quelques ingrédients que nous devons mixer, parmi lesquels l'éducation, l'innovation, la technologie, la réforme des institutions et puis le leadership qui doivent, comme dans une mayonnaise, être mélangés et dont on ne pourra pas départir comme avec un certain phénomène d'anastomose. Vous savez, comme les champignons, on ne pourra pas départir les différents éléments pour pouvoir avoir de l'espoir, comme vous l'avez dit, et nous engager vers une transition d'abord énergétique et puis après écologique. Merci beaucoup Yuba Sokona. Nous revenons, merci à vous. On vous entend plus dire merci, mais nous revenons dans une dizaine de minutes pour une conférence dédiée aux générations futures. Donc vous pourrez rester pour cette conférence dédiée à la défense des générations futures, une masterclass qui sera modérée par Stécie Algrin, fondatrice de Penser l'après. Merci à tous.